Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. On se retrouve pour terminer ou presque le bac 2022, l'avant-dernière épreuve qui est une épreuve anticipée. On parle du bac de français évidemment. Le bac de français aujourd'hui, des lycéens généraux qu'on va corriger avec Sonia Arbaretas. Bonjour Sonia. Bonjour Thibaut. Vous êtes professeur de français à Paris. Exactement. Et on va corriger une nouvelle fois une nouvelle épreuve du bac de français. Je précise pour les gens qui regardent qu'on va rester sur des pistes évidemment. Il n'y a pas de corrigé scientifique ici avec des réponses précises. On va explorer un petit peu les sujets, voir les pistes qu'on pouvait aller chercher et surtout les choses qu'il ne fallait pas oublier et les pièges qu'il fallait éviter dans les sujets. On commence ce corrigé du bac général de français avec le commentaire de texte. C'était sur le roman. Là, on proposait aux candidats un roman de Sylvie Germain, donc un roman qui n'est pas au programme, sur une autrice qui est toujours vivante. Et un texte d'une vingtaine de pages. Alors, un commentaire de texte, déjà, peut-être rappeler, pour être sûr, ceux qui sortent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la méthodologie qu'attend un correcteur? Alors, effectivement, pour ce commentaire de roman, la première des choses à avoir effectivement introduit dans sa copie, c'est une réflexion sur le thème majeur et puis évidemment les thèmes secondaires. Donc, il faut répondre en gros à 3 questions. De quoi le texte nous parle-t-il? De manière assez évidente, puis ensuite de façon un peu plus subtile. Comment? Quels sont les grands procédés d'écriture qu'il faut avoir identifiés et avoir caractérisés, commentés? Et enfin, pourquoi? Pourquoi ce texte-là? Est-ce qu'il n'a pas des enjeux particuliers? Est-ce qu'il s'inscrit dans une vision du monde ou de l'homme d'une manière particulière? Et comment la mettre en évidence? Est-ce qu'il y avait une longueur type qui était attendue ou pas vraiment? Alors, on n'est pas évalué au poids et au nombre de lignes, fort heureusement, mais ce qui est certain, c'est qu'on attend en fait que les candidats aient réussi à structurer leurs commentaires autour d'axes de lecture sans respecter la linéarité du texte, ça c'est une première chose. Et après, on attend effectivement quand même raisonnablement qu'il y ait 2 ou 3 parties et peut-être une bonne vingtaine de lignes dans chacune d'elles. Donc à minima, pas loin d'une copie double en gros. Ok. Juste dernière question avant d'explorer ce qu'il fallait faire, peut-être une question qui va faire peur à certains. Il y avait un tout petit, 3 petites lignes de contexte qui étaient données avant l'extrait. Est-ce qu'il fallait utiliser ce contexte dans la copie? Alors, oui et non. En fait, ce paratexte, donc ces quelques lignes, elles étaient données évidemment pas de façon complètement gratuite, mais pour permettre à tous les candidats de bien comprendre dans quel contexte le passage se situait. Donc c'était nécessaire effectivement de s'en servir pour arriver à comprendre l'environnement, la matière, la narration et la description, mais pour autant on ne pouvait pas aller citer en fait ce passage-là. Il n'y a pas de procédé d'écriture à analyser puisque ce n'est pas un texte de l'auteur, c'est un texte conçu par les rédacteurs des sujets. Alors bon, on va répondre aux 3 questions, quoi, comment, pourquoi. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte? Qu'est-ce qu'il fallait écrire dans le commentaire? Alors, qu'est-ce qu'il fallait écrire dans ce commentaire? De quoi parle ce texte? Eh bien, il nous propose un portrait, le portrait d'une fratrie et surtout un portrait collectif. Alors, c'était assez curieux de voir que finalement, aucun des 9 enfants, puisqu'il était question de 9 fils, les frères, n'est individualisé. Donc, il y a ce long portrait qui les présente finalement comme des forces de la nature. Alors, j'utilise à dessein cette expression. Ce ne sont pas des brutes, mais ce sont effectivement une forme d'enfants sauvages. On insistait beaucoup sur leur héritage, leur lignée. Ils étaient hommes des forêts et le texte s'achève. Ils étaient les fils d'Ephraïm Maupertuis et de Renette Lagrasse. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez circulaire dans le texte. Il fallait quand même avoir vu qu'il y avait une espèce d'harmonie entre les hommes et la nature dont on comprenait qu'elle avait remplacé les parents. Donc de quoi ça parlait? De ces hommes, force de la nature, et d'une nature qui est pleinement décrite, les forêts du Morvan, et c'était ça que servait le paratexte, au moins situé géographiquement pour ceux et celles qui savent où se situe le Morvan. Et il y avait quelque chose d'assez granitique dans le paysage. Il fallait aller regarder comment c'était détaillé, comment le texte laissait de la place justement au paysage de montagne, au paysage sylvestre, au paysage de la forêt, avec une symétrie entre les hommes et le milieu. Ça, c'est pour le quoi. Pour le comment? Pour le comment, et j'avais envie de dire pour le pourquoi en même temps, comment c'est un véritable tableau
Alors, il y a deux parties, il y avait 3 paragraphes, mais 2 parties somme toute assez symétriques. C'est un tableau, on a l'impression, et dès lors qu'il y a une description, ça s'adresse effectivement à nos perceptions visuelles, nos perceptions auditives, toutes nos perceptions sensorielles. Donc c'est un tableau, comme pourrait le construire un peintre ou un musicien. Il y avait beaucoup de références aussi à la musique. C'était un tableau qui était porté aussi par des phrases quelquefois très courtes, des phrases nominales, un peu comme une grande mélodie, avec la répétition du chant, un chant depuis toujours, un chant sans mélodie, un chant brutal, etc. Donc c'était un tableau à la fois visuel et un tableau sonore, et c'est un tableau, je vais traiter le pourquoi peut-être, qui nous présente des personnages qui semblent appartenir à notre mémoire collective, hein. C'est-à-dire que j'imagine que les candidats auront vu que dans le dernier paragraphe, par exemple, il était question de la pauvreté, de la misère qui avait exposé les parents à abandonner leurs enfants dans la forêt. Donc je pense que ça aura réveillé des souvenirs de Petit Pousset et autres contes assez lointains. Donc il y avait sans doute une façon de réécrire donc des mythes ou des récits immémoriaux, et puis peut-être réécrire aussi la réflexion sur le bon sauvage. Aujourd'hui, à un moment où on interroge la place de l'homme dans la nature et la manière dont il la respecte ou, à contrario, la fait souffrir, je pense que ce sujet avait de quoi inspirer les candidats et de belles résonances actuelles. Donc pas nécessaire d'avoir lu le livre pour faire un commentaire de cet ordre? Non, il n'est jamais nécessaire d'avoir lu l'œuvre intégrale dont le texte est extrait. C'est un plus, évidemment, mais ça n'est absolument pas une exigence. C'est un coup de bol pour le coup, évidemment. Coup de bol. Vous parliez de faire écho à la société aujourd'hui. C'était quelque chose qu'on aurait pu... Est-ce que vous valorisez, si vous corrigez, est-ce que vous allez valoriser ça, par exemple? Alors, je serai effectivement attentive à ce genre de réflexion. Il me semble qu'elles ont davantage leur place dans la conclusion que dans le corps même du devoir. On est bien d'accord, commenter un texte, c'est d'abord commenter des procédés d'écriture et le réinscrire en fait dans son contexte de rédaction et de réception. C'est un texte qui datait de 1989. Je crois qu'on a quand même commencé à faire violence à la nature il y a un petit moment. C'est pas un texte qui militait pour réhabiliter la nature, mais quand même un texte qui lui rend hommage et qui la montre dans sa diversité. Il y avait des hommes, il y avait des animaux, il y avait de la faune, de la flore, hein, des espèces diverses présentées. Il fallait quand même peut-être en tenir compte. Parfait, merci. On va passer à la dissertation. Alors, une dissertation, vous aviez le choix entre 3 sujets de dissertation qui correspondent toutes, cette fois, à des parties du programme. Dans tous les cas, ça concernait la poésie. C'était sur cet objet d'étude. On va faire aussi là un petit point méthodo d'une manière générale, une dissertation. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Est-ce qu'il y a eu des pièges à éviter? Même si à ce stade, les élèves sont quand même bien préparés normalement. Ils ont peut-être pu tomber dans un dernier piège le jour J. Qu'est-ce qu'il fallait ne pas faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire sur une disserte? Alors, une dissertation, quel piège éviter? La dissertation, comme elle porte nécessairement sur une œuvre au programme, j'ai envie de dire qu'il y a 2 pièges. Le premier piège, ce serait de ne pas parler du tout de l'œuvre auquel elle fait référence, à laquelle elle fait référence, pardon. Et puis, le deuxième piège, ce serait de faire une récitation et de réciter un cours et de le plaquer là sur le sujet, indépendamment de la question qui est posée. Donc, pour, en contrepartie, dire ce qu'il fallait faire et ce qui est élément de réussite, il faut une dissertation, ça s'analyse, il faut analyser le sujet, il faut regarder comment il est construit, en déduire le type de plan à mettre en œuvre, et puis ensuite seulement aller chercher les exemples dans les références d'œuvres et aussi dans les lectures personnelles, les lectures associées au parcours, et puis organiser tout ça dans un plan qui tienne à peu près la route. Alors c'est ce qu'on va voir, vous allez justement nous proposer des plans et nous dire ce qu'il ne fallait pas oublier pour chacune des questions. La première disserte, le sujet A, pour ceux qui l'ont pris, c'était sur l'œuvre de Victor Hugo, Les Contemplations. La question qui était posée, les livres 1 à 4 des Contemplations ne sont-ils qu'un chant intime? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis comment on pouvait répondre à ça? Alors, très joli sujet, peut-être un sujet un peu attendu, donc sur les contemplations de Victor Hugo, ou du moins les premiers livres des contemplations. Alors, la première des choses à observer, il fallait voir ici qu'on posait une question directement au candidat, et que cette question, elle était en plus encadrée par ce qu'on appelle une négation restrictive, ne que. C'est forcément une invitation à dire oui d'une certaine manière, mais ça n'est pas que cela. Une invitation à adopter ce que les élèves savent identifier comme un plan dialectique, oui, mais, et peut-être il y a autre chose à aborder. Donc ça, c'était déjà le premier élément.
Ensuite, l'autre chose qui me paraît vraiment importante, c'est de réfléchir au thème chant intime. Chant intime, dans la tête des candidats, il doit y avoir le lyrisme personnel, il doit y avoir en fait, pour reformuler un peu le sujet et aller vers la problématique, on invitait à se demander si oui ou non les contemplations n'étaient là que pour retracer, pour chanter, donc mettre en poésie, mettre en chanson, mettre en musique l'itinéraire personnel de l'auteur, à savoir itinéraire un peu douloureux, puisque au moment où Hugo écrit les Contemplations, il est en exil, et puis précédemment encore, il a été endeuillé, il a perdu sa fille, et sans doute qu'il y a quelque chose de très douloureux. C'est du contexte qu'il faut indiquer dans la réponse. Effectivement, c'était quand même des éléments attendus. Il y avait des choses incontournables. On viendra après peut-être parler des quelques textes qu'il fallait avoir à l'esprit, mais ce contexte biographique dans lequel s'élabore le recueil, oui, c'est important. Justement, alors quel passage vous aimeriez retrouver dans donc moi, si je corrigeais le bac, j'aurais envie d'observer donc un mouvement qui commencerait par montrer que oui, évidemment, les contemplations font état d'un lyrisme personnel et il y a effectivement d'abord le contexte, exil, Victor Hugo exilé par Napoléon III et qui écrit effectivement certains textes pour s'élever contre celui qu'il considère comme un usurpateur. Autre contexte personnel, c'est un Hugo endeuillé. Alors là, on attend effectivement les références à la mort de Léopoldine et des textes comme Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, donc, que tout le monde connaît, Bac ou pas Bac. On attend effectivement qu'on voit peut-être aussi ce poète romantique qui se plaît à défendre les marginaux. Je pense notamment au texte J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, qui doit parler aux élèves et qu'en général, on a pratiquement tous fait étudier à un moment ou à un autre. Et puis si ça c'était un premier mouvement possible, oui, effectivement, il y a un chant intime. Les contemplations ne se réduisent pas à cela. Les contemplations, c'est la trajectoire d'un poète, mais la trajectoire d'un Victor Hugo qui dit « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous ». Donc il fallait forcément arriver vers une deuxième partie où on va dire qu'il y a quelque chose d'universel. Victor Hugo se sert de sa vie, de ce qu'il a pu endurer et de ce qui aussi lui a fait plaisir. Il n'y a pas que des textes tristes et sombres, mais il vise l'universel et il y a effectivement des textes dans lesquels il n'y a plus de je, ou des textes dans lesquels je est un autre que lui, pour reprendre une citation de Rimbaud. Des textes qui invitent à considérer une situation politique et à prendre beaucoup de hauteur. Donc je pense que c'est ça qu'il fallait essayer de mettre en évidence. Ok, c'est très clair. J'espère que nos spectateurs seront allés sur cette voie. Le deuxième sujet, lui, de dissertation, le sujet B, concernait Baudelaire et les fleurs du mal. Alors là, ce n'est pas une question, c'est une citation qui est donnée. La citation, je vais la dire. « C'est un des privilèges prodigieux de l'art que l'horrible a tristement exprimé devienne beauté. » Avec une question un peu personnelle, finalement, ce propos rend-il compte de votre lecture des Fleurs du Mal? Donc la lecture du candidat des Fleurs du Mal, donc déjà, il doit avoir lu les Fleurs du Mal, évidemment. C'est un prérequis. Et puis, comment répondre à cette question? Est-ce que c'est un avis personnel qui est attendu? Est-ce que ce sont des généralités déjà? Et qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Alors, vous avez raison, effectivement, Thibaut. Donc, c'était une citation. Le sujet n'était pas construit tout à fait de la même manière que le précédent. Une citation dont les élèves ont dû remarquer que c'était une citation de Baudelaire lui-même, donc qui s'inscrit dans le cadre d'un recueil signé par un autre poète, mais ce sont des propos de Baudelaire qu'il fallait commenter. Alors, quand on a ce type de sujet, ce qui était attendu, c'était sans doute de commencer par expliquer ce que cette citation, un peu complexe, veut dire. Et ensuite, effectivement, on demandait ce propos rend-il compte de votre lecture des Fleurs du Mal. On attend un avis personnel, mais c'est souvent un avis qui quand même doit s'adosser non pas à du ressenti et des émotions personnelles, mais plutôt à un discours un peu savant sur les textes, sur les poèmes qui ont été étudiés. Alors, globalement, comment s'y prendre? Peut-être commencer par expliquer que Baudelaire propose de réfléchir à une des fonctions, une des missions, ou une des caractéristiques essentielles de l'art. Et cette caractéristique, c'est, selon lui, de transformer, donc ici, l'horrible en beauté, de transformer de manière artistique ce qui peut être horrible en quelque chose qui va subjuguer les lecteurs. Donc là, on était tout à fait au cœur des problématiques associées au parcours. Le poète comme alchimiste, le poète qui transforme donc le lait en beau, ou comme les alchimistes le métal, le fer en or. Et il fallait aller chercher des textes dans lesquels on voit
que le poète, comme il est marginal, il évolue au milieu des gens qui vivent dans la misère, il va observer ce qui peut être laid au plan physique, au plan moral, au plan social aussi, et il transforme ça en un texte qui va sublimer véritablement, un peu comme un magicien. Donc il fallait essayer de montrer ça, montrer que la baguette magique chez le poète, c'est le langage, ce langage qui est une parole de sorcier presque. Hein. Baudelaire parle de sorcellerie évocatoire ou incantatoire, il se lance dans de grandes opérations d'utilisation tout à fait nouvelle du langage. Donc bien montrer ça, bien montrer effectivement que l'art permet en fait de porter un regard complètement neuf et de transformer ce qui initialement peut être horrible. Maintenant, si ça c'était une première partie pour expliquer la citation, peut-être qu'on pouvait montrer les limites aussi de ça. Ça c'est la conception de Baudelaire, c'est la conception aussi d'artistes romantiques, d'artistes du 19e. Mais d'abord, c'est pas toujours une réussite que de transformer la laideur en beauté. Baudelaire le dit lui-même dans Alchimie de la douleur, quelquefois il a de l'or entre les mains et il n'arrive qu'à le dégrader, à le saccager, et même il transforme non plus le fer en or mais l'or en fer, donc ça devient laid sous sa plume. Quelquefois, c'est pas du tout non plus ce qui est recherché. L'artiste peut simplement chercher à célébrer le beau dans l'absolu, ou même avoir d'autres intentions. L'art peut aussi être là pour ouvrir la réflexion sur un état de la société, etc. Donc, en gros, le mouvement attendu ici, c'était de montrer que, oui, le poète est un alchimiste qui peut effectivement convertir l'horrible en beauté, mais il y a d'autres manières d'appréhender ce qui est donné comme un privilège prodigieux. C'est peut-être quelque chose à discuter. C'est ce qu'il fallait faire. Alors, vous avez dit au tout début que c'était une citation un poil complexe quand même. Si un élève l'a compris peut-être un petit peu de travers ou a mal compris la citation, mais a fait quand même une dissertation de qualité, mais qui ne répond pas du tout à la question. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si ça ne répond pas du tout à la question, on va effectivement peut-être se montrer moins généreux qu'on aurait envie de l'être. Mais pour autant, en fait, je me doute que les candidats qui choisissent la dissertation connaissent l'œuvre. À partir du moment où le correcteur lit un propos qui est construit, qui ne dénature pas les textes, qui en propose plusieurs au titre d'exemple, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas la rampe quand même. Donc il y a des points à gagner, même si on n'a pas tout à fait bien compris même la si citation. on n'a pas tout à fait bien compris la citation qui, effectivement, formulait de manière complexe des choses qui ont sans doute été dites et comprises en classe autrement. Parfait. Alors, le troisième sujet de dissertation de ce bac de français général, c'était Apollinaire qu'il fallait étudier. On retombe sur une dissertation plus classique, comme le premier sujet. Réponse à la question, la poésie d'Apollinaire est-elle une célébration de la modernité ? Là, voilà, on est sur un plan plus simple peut-être. Oui, alors ce sujet, effectivement, c'était une invitation à utiliser là aussi un plan un peu dialectique, c'est-à-dire oui, mais peut-être qu'on peut observer les choses ou évoquer les choses autrement. Alors, et c'était véritablement lié au parcours associé, modernité poétique, point d'interrogation. En gros, la question c'est est-ce qu'on peut dire d'Apollinaire qu'il est un poète résolument tourné vers la modernité, c'est-à-dire ce qui se passe à son époque et éventuellement même vers l'avenir, ou bien est-ce qu'il n'a pas aussi été l'héritier d'un certain nombre de traditions. Donc il fallait effectivement aller dans ce sens-là. Donc ce qu'on attendait peut-être ici, c'était de montrer que oui, dans Alcool, il y a effectivement, alors je ne sais pas si on doit dire une célébration, mais une ode à la modernité, et il fallait peut-être commencer par aller chercher des textes qui le prouvent, en montrant par exemple que le recueil s'ouvre sur un texte qui s'intitule Zone et qui est une vraie déambulation du poète dans le Paris moderne. Les premières références architecturales que Apollinaire va donner sont des références liées à la Tour Eiffel. Alors elle ne vient pas d'être créée et d'être érigée quand Apollinaire écrit, mais elle est quand même assez récente pour l'époque et elle a fait beaucoup polémique. Et lui est là, il fait l'éloge de l'architecture de fer, métallique, il fait l'éloge de l'aviation, il fait l'éloge d'un certain nombre de choses modernes, donc dans les thèmes qu'il va choisir et dans la forme aussi.
aussi. Les poèmes qu'il utilise sont des poèmes, au moins dès le départ, très neufs. Il n'y a pas toujours de rime, les vers ne sont pas réguliers, il n'y a pas de ponctuation. Enfin, on ne sait pas non plus qui parle, il y a un je, un tu, c'est pas bien identifié. Donc tout ça, c'est très très moderne. Et c'est une célébration parce qu'on a l'impression, Apollinaire le dit à d'autres endroits, il dit « je suis ivre d'avoir bu tout l'univers ». On a l'impression qu'il est satisfait, très admiratif, et donc quelque part il célèbre effectivement cette modernité, dans les thèmes, dans les formes, dans cette ode à la vitesse qu'on retrouve un peu partout. Mais pour une deuxième partie, il fallait quand même montrer qu'on ne pourrait pas rendre compte de manière très juste du recueil si on ne disait que ça. Parce que Apollinaire, il va chercher dans une tradition mythologique, dans une tradition lyrique. Il se sert de motifs très anciens. Il cherche par exemple dans la mythologie germanique, hein, puisqu'il a eu pas mal de compagnes ou de femmes qui ont traversé sa vie, et beaucoup l'ont poussé à aller donc vers l'Allemagne et vers les territoires un peu frontaliers, et il va chercher comme ça la Loreley, enfin des grands mythes rhénans, ou bien il va chercher aussi des mythes encore plus lointains, la figure d'Orphée, etc. Et puis des thèmes qui sont des thèmes atemporels, comme celui de la fuite du temps, des amours malheureuses, etc. Donc on devrait dire, oui, il célèbre la modernité, mais Alcool n'est pas que cela, et finalement il invente une poésie nouvelle qui est au carrefour de tout ça, et il ouvre la voie vers les surréalistes et d'autres œuvres totalement étranges. Et en conclusion, il y avait une ouverture à faire ou pas? Alors, une ouverture à faire, peut-être dire que on veut toujours ranger les artistes dans des cases, modernes, pas modernes, antiques, romantiques, classiques. Le propre des génies, c'est peut-être d'être un peu au-dessus de tout ça, justement. Donc on l'a compris, hein, dans tous les cas, c'est remettre du contexte biographique sur l'auteur, le moment où il a écrit le bouquin, et puis les citer des extraits qui illustre le propos du candidat. Et oui, parce que la modernité, c'est vraiment quelque chose d'insaisissable. Ce qui est moderne aujourd'hui ne le sera plus demain. Oui, le contexte en tout cas n'est pas le même que maintenant. Voilà pour se corriger, en tout cas pour ces pistes de corriger. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à revenir en arrière hein, si vous n'avez pas tout compris pour reprendre un petit peu les éléments et d'aller sur le site de l'étudiant.fr puisque les corrigés écrits sont également disponibles sur le site à partir de ce soir. Merci à tous et puis très bonne fin d'année à tout le monde, très bonnes vacances et puis on se verra l'année prochaine pour les corrigés des épreuves de spécialité et de la philo. À bientôt.